« 1980 est proclamé par Jean-Philippe Leca, ministre de la Culture, année du patrimoine. François Mitterrand se dirige à pied vers le Panthéon pour se recueillir sur les tombes de Jean Jaurès et de Jean Moulin. En 1983, Yannick Noah remporte les internationaux de France de Roland-Garros. On constate une très forte mobilisation populaire lors de la journée Portes ouvertes dans les monuments historiques, initiée par Jack Lang et qui a lieu en 1984. La villa d'Antoine Lumière est inscrite à l'inventaire des monuments historiques le 20 mai 1986. Le second mandat de Francisque Colomb a pour visée l'amélioration du cadre de vie. Il use de la procédure du concours d'architectes et lance dans ce contexte la rénovation de l'opéra. La scène locale change avec les lois de décentralisation du 2 mars 1982. Bien que la protection du patrimoine reste une compétence d'État, c'est en 1983 que l'administration s'ouvre dans ce domaine aux acteurs locaux. Un nouveau dispositif est inventé pour protéger les ensembles urbains avec la création de la zone de protection du patrimoine architectural urbain qui propose aux communes locales une compétence partagée dans la prise en compte de secteurs patrimoniaux dans le champ de l'urbanisme. C'est à cette époque que l'on va penser un usage neuf des bâtiments anciens. Lors du second mandat de Francisque Colomb, Jacques Moulinier, en charge du patrimoine à la ville de Lyon et de l'urbanisme à la Courlie, lance des opérations d'amélioration de l'habitat en créant des comités de pilotage au niveau des quartiers. Cette méthode est appliquée au Vieux-Lyon pour que soit débattue la politique de réhabilitation. Mais Jacques Moulinier est aussi le premier à s'intéresser à la transformation des bâtiments anciens à des fins d'usage contemporain. La première opération concerne l'ancien couvent devenu hôpital militaire de Villemanzy. Le bâtiment est transformé en résidence de chercheurs étrangers sur les pentes de la Croix-Rousse. Le Conservatoire national supérieur de musique s'installe dans l'ancienne école vétérinaire et la décision est prise en 1984 de réhabiliter la gare des Brotteaux fermée suite à l'arrivée des trains à grande vitesse. C'est le début d'une très longue chaîne qui verra par exemple, sous les mandats suivants, la réhabilitation du grenier d'abondance, où s'installe dignement la direction des affaires culturelles, celle de la manufacture des tabacs et celle du Fort Saint-Jean. À travers ces opérations, l'intérêt que la ville porte au patrimoine se concrétise. Mais à cette époque, on pense d'abord au bâtiment et pas encore à la mémoire des lieux. Pendant ce temps, même si l'arrêt des démolitions de la montée de la Grande Côte est décidé, un vaste mouvement de spéculation foncière se développe sur les pentes de la Croix-Rousse dans le cadre des défiscalisations dites Malraux. Les prix de l'immobilier flambent et les populations les plus fragiles sont expulsées du quartier, conduisant à une véritable crise sociale et politique. Il n'aura pas fallu longtemps pour démolir le pont de la Boucle, devenu trop étroit. Et, place Louis Pradel, on réalise l'annexe de l'hôtel de ville. La réhabilitation de la cité Tony Garnier dans le quartier des États-Unis débute en 1985. Elle ne s'achèvera qu'en 1997. Le propriétaire des bâtiments, l'OPAC du Grand Lyon, souhaite réhabiliter ces logements sans avoir encore conscience de leur dimension patrimoniale. Les habitants de ce quartier parviennent à faire inscrire sur les murs des immeubles la mémoire de la cité, conçue dans les années 30 par l'architecte Tony Garnier. Ils font appel à cette fin aux artistes muralistes de la Cité de la Création. Avec 25 fresques monumentales, les artistes vont figurer sur les pignons nus l'univers de l'architecte. Le musée urbain Tony Garnier devient le premier musée urbain d'Europe. Chaque fois qu'un espace se libère, c'est un espace qui s'ouvre à l'imagination, à la cogitation, à la controverse, mais c'est aussi, pour l'agglomération, une manière d'inventer son avenir. Après la mobilisation des défenseurs du patrimoine et la décision du ministre de la Culture Michel Guy, il ne reste des bâtiments du marché aux bestiaux que la halle, les 2 pavillons de l'entrée nord-est et une arche de pierre. Cette halle en déshérence a servi pendant 10 ans d'abri à des SDF, puisque les idées de reconversion de ce bâtiment n'aboutissaient pas. En 1988, la ville de Lyon entreprend de remettre la halle en état après un financement de la communauté urbaine.
Régis Néret, missionné par la ville de Lyon, initie différents projets, celui d'un musée européen du mouvement ou encore celui d'un carrefour européen des communications et de l'image, censé remettre Lyon dans le circuit du cinéma. Plusieurs manifestations ont lieu dans la halle dès décembre 1988. Des centaines de milliers de personnes découvrent alors ce lieu et les autorités prennent conscience qu'il peut devenir une sorte de zénith lyonnais, un formidable lieu populaire. Les projets dédiés à l'image sont abandonnés et l'architecte de l'École normale supérieure des sciences va, quant à lui, reprendre la trame de ce qui a été détruit. Ces années 80 auront été celles d'un élargissement considérable du champ patrimonial dans le contexte d'émergence de politiques liées à la valorisation et à l'amélioration du cadre de vie. Dans la décennie suivante, cette dynamique de valorisation va s'accentuer pour faire de la ville et de son image un véritable outil marketing.